Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast pour la rubrique Management de Capital, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Il est directeur conseil du pôle transformation du travail chez Opinionway et coach professionnel cofondateur de All Leader Initiative. Bonjour Pierre-Étienne Bust. Bonjour Dorit. On est ensemble aujourd'hui pour discuter de droit à la déconnexion. Alors je commence tout de suite par une question très straight to the point. C'est quoi ta définition du droit à la déconnexion ? J'aurais peut-être une définition multiple du droit à la connexion. Alors, il y a la première notion de presque le premier niveau légal, droit à la déconnexion. Donc ça implique une obligation de l'employeur d'assurer cette déconnexion qui existe en France dans le Code du travail depuis 2016 et qui en même temps est pas non plus hyper stricte, hyper précise, en fait, qui est plutôt reliée à cet objectif finalement d'assurer le respect des temps de repos et de congé des collaborateurs, ainsi que la vie personnelle, le respect de la vie personnelle et familiale. Mais au fond, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails, beaucoup de choses très contraignantes sur comment faire et comment l'assurer. Mais ça reste quand même le premier niveau de définition. Et moi, j'aime bien le penser avec deux autres niveaux de définition. Un deuxième niveau qui est finalement quels sont les enjeux sous-jacents à cette obligation. Et là, on est vraiment dans des enjeux en fait très profonds de sécurité et de santé au travail. Et on va sûrement en parler, qui sont liés aussi à la charge de travail, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un troisième niveau et qu'on néglige parfois, qui est plutôt un niveau qui est lié vraiment au travail lui-même et à la qualité du travail. Et je pense que ce droit à la déconnexion, faut le voir aussi en parallèle au besoin d'être dans du temps asynchrone parfois. C'est-à-dire de pas être tout le temps dans du temps de travail, dans la réponse, l'immédiateté, la sollicitation, mais de réussir à aménager du temps de réflexivité, de temps de travail en profondeur, de concentration. Et ces temps-là, et c'est vrai qu'ils peuvent être un peu malmenés dans la manière dont on travaille aujourd'hui. Et je pense que c'est un des vrais enjeux sous-jacents à cette affaire de droit à la déconnexion. Donc finalement, faire un pas de côté pour gagner en efficience, en productivité, très intéressant. Alors, on parle beaucoup de désengagement. D'ailleurs, c'était l'objet de notre épisode ensemble de la saison 1, mais on peut aussi parler de surengagement. Donc, ces salariés qui ne savent pas couper avec le travail, sans pour autant, d'ailleurs, soit dit en passant, avoir plus de reconnaissance et de valorisation, mais qui se disent, voilà, je vais me donner à 200% dans l'entreprise. Notamment, j'ai des chiffres à te partager. 47% des salariés français ne peuvent pas s'empêcher de consulter leur courrier électronique pendant leur congé annuel. Ça concerne principalement les cadres et c'est une étude de vous, d'Opinionway justement. Comment on explique cette incapacité des gens à déconnecter du travail et comment on peut l'éviter en tant qu'employeur ? Là aussi, je pense qu'il y a probablement deux dimensions. Une première dimension qui est tout simplement la charge de travail elle-même. Dans nos enquêtes aussi, on voit, je relevais un chiffre, on a 40% des salariés qui disent manquer de temps pour finir leurs tâches dans leur temps de travail attribué. Donc 40%. Donc on voit tout de suite cette idée de la peur de pas y arriver, cet enjeu de se montrer compétent, de se montrer en capacité de contrôle de son travail, qui est lié vraiment à la charge de travail, en tout cas perçue. Est-ce que c'est la réalité de la charge? Mais en tout cas, dans le vécu des salariés, on voit cette importante proportion qui a du mal avec le niveau de charge du travail. Et puis, il y a un deuxième aspect, probablement, qui est le rapport à la flexibilité du travail. Flexibilité en termes d'horaire, flexibilité en termes d'espace. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a énormément évolué ces dernières années. Alors, d'abord, évidemment, par la digitalisation. Si on parle de ce droit à la déconnexion, on disait c'est 2016, c'est vraiment je pense peut-être qu'on commençait déjà à ne plus dire nouvelles technologies, etc. Mais c'est cet enjeu de nouveaux outils digitaux qui vont partout et qui sont vraiment dans une notion de always on, d'être connecté en permanence. Et puis, en fait, il y a quand même aussi une appétence pour cette flexibilité du travail. Ça aussi, on le voit dans nos enquêtes. Beaucoup de gens, et de plus en plus chez les plus jeunes générations, ont une attente vraiment de flexibilité. Et de flexibilité sur le temps, flexibilité sur les espaces.
Et cette appétence, elle est plutôt dans une logique de réussir à rechercher une forme d'équilibre entre pro et perso. Mais le fait est que tout ça, évidemment accéléré par le Covid et la découverte, en tout cas massive, du télétravail qui est là pour durer, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, il y a des effets un peu paradoxaux, contradictoires, qui peuvent mener à une difficulté, hein, le fameux FOMO des ados sur les réseaux sociaux, hein, la fear of missing out, la peur de rater quelque chose d'important, etc. Elle se rejoue aussi dans le travail pour de plus en plus de gens, avec les enjeux comme ça de stress permanent, donc qui peut aller jusqu'à une forme de détresse psychique, hein, puisque le stress permanent, le cerveau humain est pas fabriqué pour être en stress permanent, et fabriqué pour avoir des pics de stress quand il y a un danger, une menace, et puis le traverser et puis y revenir. Et de se mettre dans une sorte de stress permanent, ça peut être générateur à terme d'une vraie souffrance, en fait. C'est intéressant. Je vais réagir à un chiffre dont je t'avais fait réagir justement dans notre épisode ensemble de la saison 1. C'est une étude qui a fait beaucoup de bruit que vous avez fait et qui dit que 44% des salariés sont en situation de détresse psychologique. Est-ce que pour toi, le droit à la déconnexion, l'absence de droit à la déconnexion contribue à cette détresse psychologique des salariés? Je pense que c'en est un marqueur ou un symptôme ou une de cause, mais que c'est au milieu d'un faisceau, en fait, hein, d'éléments qui poussent effectivement à une forme de... Tu parlais de surengagement, ouais, qui est pas le cas de tout le monde, mais... Non, heureusement. Heureusement, d'une certaine manière, mais à une difficulté de poser les limites, à une difficulté de détourer les enjeux de rapport au travail, les enjeux d'attente qu'on peut avoir par rapport au travail en termes de qu'est-ce que c'est que les critères de réussite, qu'est-ce que c'est que mes critères de réussite, qu'est-ce que c'est que le bon niveau de contribution au collectif, qu'est-ce que c'est que mon rapport à l'autorité. Et que c'est beaucoup de choses où, de plus en plus, on est dans une société où chaque individu est un peu livré à lui-même, en fait, pour faire ses arbitrages et ses choix par rapport à tout ça. Et donc, effectivement, oui, c'est très lié à cet enjeu de détresse et parfois de grands sentiments de solitude et de difficulté à gérer ces enjeux-là, alors même qu'on parle de travail et donc d'enjeux de collectif, de réussite collective, etc. Alors, quand on est manager et qu'on constate, qu'on observe qu'il y a une absence de respect de droit à la déconnexion de la part notamment des salariés surengagés, parce que c'est une réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je pense que c'est une vraie obligation du manager alors, aidé par son organisation, évidemment, faut pas en mettre trop sur les épaules des managers de proximité, notamment qui en ont déjà beaucoup. Mais c'est un vrai devoir de créer les conditions à la fois de production, de faciliter l'activité, de faciliter le travail, mais aussi de réguler, en fait, le rapport au travail, tout comme le rapport aux autres, etc. Et dans ce travail de régulation, il peut y avoir parfois des encouragements à travailler, et puis des encouragements qui peuvent être parfois très fermes, justement à déconnecter. Et ça, on touche vraiment aux enjeux de compétences managériales, déjà d'être capable de voir ces signaux-là, de les remettre dans un contexte global de qu'est-ce qui est en jeu par rapport à une tâche à réussir et par rapport à la santé du collaborateur et finalement aussi sa capacité à finalement continuer à travailler de manière pérenne et soutenable. Donc c'est un vrai enjeu de discernement et donc c'est un enjeu de savoir-être appuyé sur de la compétence managériale. On le rappelle et on le rappellera encore et encore, le management, c'est du cadre et de la structure, et tu viens très très bien de l'exprimer. Alors tout à l'heure, tu parlais d'un grand terme RH qui est en plein dans la tendance, l'équilibre vie pro, vie perso. Donc tu m'as fait une magnifique passe décisive. Sans transition, je vais te faire réagir à un rapport Randstad. Donc selon un rapport Randstad, 94% des travailleurs estiment que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est important. Et selon une étude Schema, ça concerne 96% des jeunes de la génération Z. Donc ces jeunes nés entre 95 et 2010. Le droit à la déconnexion, tu l'as dit, c'est une obligation légale, mais c'est aussi une obligation pour la marque employeur aujourd'hui. Donc, attirer les talents et fidéliser les employés déjà présents. C'est quoi ta vision, justement, sur le droit à la déconnexion corrélé à la marque employeur? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est non négociable? Alors, ce qui me paraît, encore une fois,
important par rapport à cet enjeu de marque employeur d'aujourd'hui est poussé par les plus jeunes générations, les générations Z, mais pas que, parce que finalement ça influe les attentes par rapport au travail un peu de l'ensemble des salariés aujourd'hui. C'est cet enjeu finalement d'équilibre pro et perso. Et souvent, on voit passer justement beaucoup d'éléments dans les médias sur le rapport au travail des Français. Le travail n'est plus important pour les Français. Ça, c'est un peu un mythe sur lequel il est bon de revenir, parce que souvent, ça part justement de chiffres d'enquête où on dit « Oh, mais dans les années 90, il y avait 60% des gens qui répondaient que le travail était très important pour eux. Maintenant, on n'est plus qu'à 20%. Vous voyez, la valeur du travail n'est plus ce qu'elle était. » Ah, la fameuse valeur travail. Sauf que déjà, rien que quand on regarde les chiffres, on sait que les notions d'importance, en général, dans les enquêtes, c'est l'agrégation de trouver quelque chose de très important ou assez important. Et généralement, on considère l'importance globale. Et si on prend ce regard-là, l'importance globale du travail, elle est toujours très importante aujourd'hui. Elle est toujours quasiment au même niveau qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire autour de 80%. Pour 80% des Français aujourd'hui, y compris les plus jeunes, le travail, c'est important dans ma vie. On le rappelle, ça prend toute la journée. Enfin, ça prend une grande heureusement, partie parce de sa que vie, ça quoi. prend quand même une grande partie du temps éveillé. Donc, autant être bien au travail. En revanche, c'est pas le seul élément. C'est pas l'élément primaire. C'est pas l'élément qui écrase tout le reste. Aujourd'hui, on voit que dans ces valeurs ou dans ces sujets importants de la vie des gens, et toutes générations confondues, il y a d'autres aspects. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les loisirs. Et qu'aujourd'hui, et ça, c'est vraiment quelque chose effectivement d'assez distinct chez les jeunes générations Z, il y a une approche en fait en termes d'arbitrage entre tout ça, d'arbitrage un peu permanent, qui est plus ou moins stable. Mais c'est très important de comprendre, notamment sur le prisme de la marque employeur, qu'en face, il y a des gens qui sont dans cette logique d'arbitrage. Et que donc, dans la marque employeur, être capable d'évoquer ces enjeux d'équilibre vie pro, vie perso, ça, c'est vraiment indispensable. Et donc, évidemment qu'un aspect très pratico-pratique à la fin, ça va être la déconnexion, les horaires, etc. Mais l'enjeu, c'est vraiment, est-ce que moi, en tant que marque employeur, j'admets, malgré toute l'importance que j'ai en tant que marque, en tant qu'entreprise, etc., que je vais n'être qu'une partie de la vie, même de mes collaborateurs les plus engagés, les plus importants pour moi, et que je dois leur donner aussi les moyens ou leur laisser entrevoir que leurs autres projets de vie sont importants et vont pouvoir être réalisés en venant chez moi. Ça demande une grande forme d'humilité. Une grande forme d'humilité et une forme de décalage, en fait. Vraiment ce côté, tu sais, on avait souvent le fait de dire mais on peut pas mélanger le perso et le pro, on va pas empiéter sur le perso des gens. Avec la notion d'affect aussi. C'est comme si en fait là vous êtes un peu obligé, mais dans le sens faut laisser de la place et respecter la part de perso que vont avoir vos professionnels en fait. Et ça peut passer par des choses très pratiques. Autrefois, j'entendais un DRH me raconter le cas d'une de ces jeunes collaboratrices qui était à fond effectivement sur les réseaux sociaux, qui faisait presque un vrai travail secondaire, au point qu'à un moment on se posait la question, même dans ses demandes de formation, mais quelle est la part de la demande pro, quelle est la demande perso? Et à un moment d'être dans une forme de lâcher, mais en fait, elle travaille très bien pour nous, ce qu'elle fait c'est très bien, on a envie de la garder. Donc en fait, faut peut-être qu'on accepte de prendre en compte que pour la garder, il faut aussi embrasser cette part-là, que pour l'instant ça nous coûtera un peu, que effectivement on lui paye des formations qui sont pas directement exploitables dans son job d'aujourd'hui, mais que peut-être que c'est un don aujourd'hui pour avoir un rendu demain, etc. Et être dans cette logique, en fait, faut que le boulot, ce qu'on propose en tant que marque employeur, s'inscrive dans le projet de vie du collaborateur et spécialement du jeune collaborateur. Être capable de dézoomer et d'avoir une lecture globale de la situation de l'équipe. Exactement. Alors, je vais te faire réagir à un sujet qui me tient énormément à cœur. Là, c'est la petite partie où je vais raconter ma vie. J'ai fait 2 posts LinkedIn au sujet des groupes WhatsApp d'entreprises liés au droit à la déconnexion. Alors, ces posts sont devenus viraux et c'est assez effrayant parce que une partie des gens ne sont même pas au courant
du fait que effectivement c'est une violation du droit à la déconnexion. Je vais te faire réagir à des études et je vais prendre aussi ton pouls sur le sujet parce qu'évidemment ton expertise et ta vision m'intéressent beaucoup là-dessus spécifiquement. On a 67% des Français qui n'arrivent pas à déconnecter complètement du travail pendant leurs vacances. 93% d'entre eux estiment que le principal responsable de cette absence de déconnexion avec le travail, c'est leur smartphone. C'est une étude INRS, en cause notamment les groupes WhatsApp d'entreprise. Selon une enquête IFOP, 54% des Français sont inclus dans un groupe WhatsApp professionnel. C'est énorme, c'est plus de la moitié des travailleurs en France. Les conséquences, c'est que les gens ne déconnectent jamais. Il y a la culpabilité de ne pas répondre alors qu'ils sont en ligne pour parler à leurs proches. Donc ils répondent et ils ne débranchent jamais du travail. C'est quoi ta position sur les groupes WhatsApp d'entreprise? Est-ce qu'un salarié a le droit de refuser? Et qu'est-ce qu'une entreprise peut proposer comme alternative? Le problème avec les groupes WhatsApp, c'est comme tu le décris, c'est que généralement WhatsApp, c'est typiquement l'outil qui est utilisé à la fois pour le pro et le perso de manière complètement intégrée pour tout type de contact qu'on a dans sa vie. Donc c'est là où vient justement, je parlais des arbitrages, c'est un peu un de ces endroits finalement où vient se mêler tous ces espaces, tous ces contacts, toutes ces sphères en même temps. Et là, il y a un enjeu de bien distinguer l'outil et l'usage. C'est-à-dire que dire, est-ce que l'entreprise a le droit d'utiliser ça comme outil? Rien ne l'empêche, quoi. Oui, c'est un outil de communication comme un autre. Si on dit, c'est notre outil de communication, difficile de prévenir ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dissonance, permets-moi de te couper, sur justement le fait que légalement, le droit à la déconnexion, c'est une obligation, et le fait que rien, justement, légalement, n'interdit une entreprise de proposer un outil qui empiète sur le perso des salariés. Parce que réellement, quand moi, je suis en ligne sur WhatsApp et que je parle à mes potes et que j'ai mon employeur qui m'écrit, oui, c'est mon perso et j'ai la culpabilité de me dire, il me voit en ligne, je dois répondre. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut distinguer l'outil de l'usage en fait, parce que n'importe quel outil, l'outil n'est jamais coupable de rien en fait. C'est l'usage qu'on en fait qui peut ou non poser question. Et là, évidemment, que de choisir WhatsApp plutôt que une des très nombreuses et diverses solutions de communication, y compris d'instant messaging ou de conversationnel qui sont présentes sur le marché, Slack, Teams, un Slack, Zoom. un Teams, n'importe quoi, qui serait dédié aux pros. Ça parle quand même d'un minima, un manque de conscience, voire d'une négligence de la part de l'employeur, à mon sens. Parce que effectivement, et là c'est la part de coach, même individuel parfois en moi qui réagit. J'ai encore un exemple très récent de quelqu'un qui effectivement, en plein week-end de Pâques, reçoit le dimanche, en étant sur son WhatsApp pour parler à la famille, etc., un message de sa manager et un message complètement inapproprié, puisque complètement en dehors des heures et des jours de travail, et qui en plus effectivement vient titiller une forme d'angoisse. Est-ce qu'il faut que je réponde, pas répondre? Est-ce que je vais être mal vu? Est-ce que je vais être sanctionné? Est-ce que va y avoir du blâme si je réponds pas? Alors qu'effectivement, on est complètement dans non seulement le droit, mais certaines chartes d'entreprise parlent du devoir aussi de déconnexion de la part du collaborateur. Donc, on va mettre effectivement des collaborateurs dans des sortes d'injonctions qui sont très, très nocives et qui, généralement, vont d'autant plus activer les collaborateurs qui sont dans cette forme de surengagement que tu évoquais tout à l'heure. Et évidemment, on ne peut que parler à ce niveau-là des enjeux aussi d'épuisement professionnel, voire de burn-out. Les gens qui vont être le plus activés par ce genre d'intrusion ou de mélange, de superposition des sphères perso et pro, c'est ces personnes qui sont les plus propices et les plus sujettes à ces problématiques d'épuisement. Et on va rappeler, je suis sûr qu'il n'y en a pas dans ton auditoire, mais pour ceux qui seraient un peu cyniques à se dire, mais moi de toute façon, ces gens-là, j'en veux pas dans mon équipe, c'est les fragiles, etc. Détrompez-vous. Ouais. Vous en voulez, vous en avez même besoin, parce que c'est ces gens-là qui sont les plus investis. C'est ces gens-là qui, s'ils voient une erreur, un manque, etc., vont se sentir responsables de faire le truc en plus de leur périmètre de poste pour sauver justement un peu la cause, etc. C'est ceux qui font un peu l'extra mile, comme on dit en anglais. Et donc, vous avez absolument envie, voire besoin d'en avoir.
Par contre, votre devoir à vous, en tant qu'employeur, en tant que manager, c'est de leur donner des conditions de travail qui vont pas les activer justement sur investissement, qui vont faire que va y avoir cet équilibre entre des gens qui ont tendance à s'engager beaucoup et qui vont le faire d'une manière à la fois satisfaisante pour eux et pour le collectif, mais qui vont pas mettre en péril leur santé et au final, toujours pour rester pour les cyniques, la performance, puisque quand vous allez avoir de l'absentéisme qui va durer des mois, voire plus, etc., finalement, ça va vous poser des problèmes très, très concrets aussi de réalisation du travail. Pour rester dans le thème de la santé mentale et évidemment des groupes WhatsApp, parce que c'est un grand sujet, j'ai envie de te faire réagir au témoignage de Titouan pour le HuffPost. Il a dit « J'ai une quinzaine de groupes WhatsApp liés à mon travail ». Il est responsable d'un restaurant parisien. Cette organisation lui convient. Il est facile de faire les distinctions entre les conversations, mais il admet que les informations circulent parfois mal. Il y a beaucoup de distinctions à avoir et il dit qu'il oublie parfois de communiquer une info à une personne car elle n'est pas dans le groupe et qu'il a posté où il a posté l'information. Donc, moi, j'ai envie de te demander, ne pas respecter le droit à la déconnexion auprès de son équipe, est-ce que c'est les conduire vers l'infobésité, donc vers une surcharge d'informations qu'ils ne peuvent plus gérer, voire vers le burn-out? Oui, de toute manière, c'est complètement contribuer à cette tendance d'infobésité, comme tu le dis, on a des enquêtes depuis très longtemps, même depuis avant le Covid et le télétravail et ces enjeux de collectifs distants, puisqu'on voit que effectivement dans ton témoignage, Titouan, il est plutôt dans quelque chose de très opérationnel, très concret, et on peut imaginer ce besoin, cette envie d'être dans le contrôle des choses opérationnelles, mais il y a un moment où ça se retourne, et ça, je le disais, on le voit dans des enquêtes où il y a un sentiment diffus de trop d'infos qui est installé chez les salariés depuis déjà longtemps et qui est proportionnel à l'usage des outils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mythe que je vais utiliser plus d'outils pour avoir plus de contrôle, mais en fait, en utilisant plus d'outils, je me retrouve avec plus d'infos, donc j'ai de plus en plus un sentiment de débordement, et ça, c'est quelque chose qui est très évoqué aussi, ce sentiment de débordement, et qui est associé généralement à deux autres choses, du stress et de la fatigue. Et ça revient à ce qu'on se disait, fatigue et stress prolongé, permanent, sans temps de récupération, sans temps de coupure, effectivement, ça commence à faire avancer sur l'épuisement, et les différents stades d'épuisement peuvent mener au burn-out. Et on revient sur le cadre légal, parce que c'est important. Donc, on rappelle encore une fois spécifiquement que le droit à la déconnexion, c'est une affaire de loi. En l'occurrence, on parle de la loi El Khomri, dite la loi travail. Il s'agit de la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça date de 2016, qui dit qu'il y a obligation de négociation sur la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Donc, c'est l'article 55, et qu'il y a droit à la déconnexion dans les conventions individuelles de forfait en jour, donc l'article 8. En réalité, parmi les datas que vous avez chez Opinionway, est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'état des lieux réellement de l'application dans les entreprises? Parce qu'on le sait, il y a le cadre légal et il y a derrière ce que les entreprises en font. Effectivement, moi je vais pas porter un regard de juriste du droit du travail, mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on disait en entrée, c'est que c'est effectivement un élément du code du travail, mais qui est relativement flou dans la contrainte qu'il apporte, puisque effectivement, si tu fais pas de négociation, tu peux faire une charte. De toute façon, tout ça s'applique qu'aux entreprises de plus de 50 salariés. Même s'il n'y a pas de charte, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues par le code et par la loi, il n'y a pas vraiment de jurisprudence dessus. Donc il y a un côté, si je voulais être un peu lapidaire, je dirais que tout est fait pour que ce soit un truc, on va cocher une case et puis comme ça on va se mettre un peu en sécurité légale et voilà. Sauf que ce qui compte, c'est justement le et après ou le en dessous des enjeux qu'il y a derrière ce droit à la déconnexion. Et là, on retombe vraiment sur les enjeux qu'on a commencé à évoquer, qui sont des enjeux de poser les bonnes conditions de travail, qui sont des enjeux d'organisation du travail, qui sont des enjeux de compétences managériales. Et plus on laisse les gens justement dans ces logiques un peu de, comme on a évoqué jusqu'à maintenant, d'être dans cette peur de rater des choses, de cette peur de pas être à la hauteur,
cette peur qui est un peu une peur très primaire chez tous les humains. Il y a si on veut être un peu simple, il y a 3 grandes peurs primaires. Il y a la peur de pas être important, de pas être inclus dans un groupe. Il y a la peur de pas être capable, c'est vis-à-vis d'un groupe d'être presque le risque d'humiliation. On va se rendre compte que je suis pas capable. Et puis il y a la peur de pas être aimable, de pas être aimé. Et tout ça venant un peu s'entrechevêtrer, évidemment dans les rapports au travail, parce que comme on le disait, ça occupe l'essentiel de notre vie sociale et de notre vie éveillée. Sauf que si on met les gens dans ce mécanisme de peur, on est dans quelque chose de très contre-productif parce qu'on met les gens dans des mécanismes de rigidité, dans des réflexes de défense, et même si on en revient à des critères de travail, dans quelque chose qui est plutôt je vais éviter d'être blâmé, je vais éviter de faire une erreur, éviter de faire une faute, ce qui est pas du tout une forme de recherche d'excellence ou de travail de qualité. Et le travail de qualité, au-delà du fait que c'est productif et que c'est bon pour l'employeur, on sait aussi que c'est bon pour la santé, en fait, d'être capable de pouvoir exercer un travail de qualité. On voit qu'on réalise quelque chose, qu'on a un impact, qu'il y a un résultat au bout de son effort, que c'est pas quelque chose d'empêché, en fait. C'est ce qu'évoquent certains psychologues du travail. Ça, en fait, c'est le vecteur de l'alignement entre les enjeux économiques d'une entreprise et d'une forme d'épanouissement pour les acteurs. La satisfaction au travail, et effectivement, ce que tu dis, ça prouve encore une fois à quel point c'est étroitement lié, le pro et le perso. On gagne en estime de soi-même, réellement. Alors, on a beaucoup balayé le sujet de la santé mentale, mais je suis sûre que tu as encore des choses à dire sur le sujet. Donc, je vais encore te faire réagir au témoignage d'une personne qui me paraît très impactant. Alors, on le sait, on l'a vu, la santé mentale des salariés, elle est menacée avec les groupes WhatsApp, et c'est Fiona qui en parle au HuffPost. Elle dira « Quand mon ordinateur est fermé, je suis tranquille, mais quand je ne réponds pas aux mails, je reçois des messages sur WhatsApp. Il m'est arrivé de faire un PowerPoint à 3h du matin en rentrant de soirée. Il y a eu des moments où j'ai claqué mon ordinateur et j'ai tout coupé. Ça débordait trop dans ma vie privée, on rentre dans des cercles qui sont très vicieux. » Voilà le témoignage de Fiona. Donc, voilà, on revient encore une fois sur les groupes WhatsApp et sur le fait que c'est une façon de faire en sorte que le travail ne s'arrête jamais. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter par rapport à ce témoignage sur les conséquences sur une équipe, autant en termes d'engagement, donc on revient sur la fameuse notion d'engagement, que de santé mentale? C'est vraiment l'illustration concrète, c'est une illustration concrète de ce qu'on évoquait à un instant, quoi. C'est vraiment, si on est dans cette logique de peur de rater, de peur de la déconnexion, on en vient à complètement de l'excès. Je suis pas certain que sa présentation à 3h du matin, elle était top, en fait, à notre pauvre Fiona. Ce qui est certain, c'est que, elle a pas récupéré. On revient sur la performance et l'efficacité. Exactement. Et on est dans la double peine de probablement un résultat au travail qui est pas forcément dans les standards qui seraient attendus et qui seraient souhaitables. Et surtout, un enjeu au niveau de la personne qui favorise cette spirale de l'épuisement, parce que n'importe quel athlète, n'importe quel sportif dans cette année olympique dira moi, mon emploi du temps, il est structuré en 3 temps: les temps de la compétition, bien sûr, le temps de l'entraînement et le temps de la récupération. Et dans la tête d'un athlète, le temps de la récupération, c'est aussi important que le reste. Et donc c'est vrai que c'est important dans la conscience managériale ou d'un employeur de se dire il faut que j'assure le temps de récupération des collaborateurs. Et que ceux qui ont du mal avec ça, je dois les accompagner pour les sensibiliser au fait que, parfois j'accompagne des managers et justement un des messages, c'est de dire, mais quand vous prenez soin de vous, vous développez votre capacité managériale, vous développez votre capacité à pouvoir être à l'écoute, à pouvoir répondre aux besoins et à être bon dans votre boulot, en fait. Donc, quand on vous dit pensez à vous, à aller respirer, vous oxygéner, à faire des choses ressourçantes, si vraiment ça vous défrise de vous dire que ça vous fait du bien, dites-vous que vous le faites pour votre boulot, que ça fait partie de votre boulot. Mais il y a vraiment cet enjeu de la récupération qui est en fait un enjeu du travail. Et encore une grande responsabilité managériale. Alors, on revient sur le côté légal. Je vais te faire réagir rapidement au fait que chaque entreprise a l'obligation de négociation d'un accord collectif sur le droit à la déconnexion, ou à défaut une charte avec consultation préalable du CSE
Qu'est-ce qu'on doit trouver dans cette charte? Comment la mettre en place? Et est-ce que pour toi, c'est suffisant dans une entreprise de se dire, je mets une charte en place, du coup, ça y est, entre guillemets, j'ai fait le taf pour le droit à la déconnexion? Je crois qu'il y a un peu la réponse à ta question. Ah bah dedans. Oui, mais moi, ça m'intéresse d'avoir ton développement quand même. Mais qui est lié au fait que, effectivement, c'est laissé très libre. Hein, et enfin voilà, la nature humaine étant ce qu'elle est, les contraintes floues n'amènent pas à des mises en œuvre très strictes. Donc c'est vrai que souvent, tu sais, c'est un peu la même problématique qu'avec les valeurs d'entreprise, quoi. Hein. Je pense que c'est très important d'avoir des valeurs d'entreprise dans la mesure où elles s'articulent vraiment avec des vrais principes de management, des règles du jeu et des comportements effectifs. Bien sûr, parce que finalement, tu peux faire des chartes d'un peu tout et n'importe quoi sur Exactement. Le papier, mais derrière, il faut des actions concrètes, quoi. Exactement. Donc, tout l'enjeu, au-delà de ce qu'on met dedans, qui est pas très contraint, c'est à quel point ça imprègne vraiment les comportements managériaux, les comportements des collaborateurs aussi, hein, puisque on voit dans certaines chartes, je l'évoquais tout à l'heure, il y a cette idée du droit et du devoir, c'est-à-dire mettre aussi un peu un enjeu de responsabilité aux collaborateurs et d'avoir vraiment quelque chose de partagé, que bah oui, c'est aussi ton devoir de déconnecter, parce que ton manager, même de proximité, il est pas au-dessus de ton épaule à 23h chez toi pour te dire non, il est temps d'arrêter, il est temps de couper. Donc en fait, l'enjeu vraiment, c'est au-delà de la charte, de ce qui est écrit, c'est qu'est-ce qui est mis en œuvre, qu'est-ce qui est modélisé par le top management, qu'est-ce qui a été bien intégré par le management intermédiaire, et donc qui se traduit en attitude et en comportement très concret au quotidien, quoi. Et qu'est-ce qu'on est censé trouver dans cette charte? Alors, on peut probablement faire des sondages internes pour demander aux employés qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place dans l'entreprise pour avoir un meilleur droit à la déconnexion. Mais concrètement, est-ce que tu peux me dire comment elle est censée s'articuler? Bah, concrètement, et là quand même, parce qu'on a fait quand même un peu on a fait un peu de bashing sur justement la définition légale du droit, c'est que c'est pas très précis et c'est pas très contraignant parce que ça doit s'appliquer aussi à tout type d'activité, tout type d'entreprise, etc. Donc finalement, ce qu'on va mettre dedans va aussi beaucoup dépendre de l'activité. Il y a des activités qui impliquent du travail de nuit, qui impliquent du travail de week-end, qui va impliquer le fait qu'il y a des astreintes. Tout l'enjeu, tu parlais tout à l'heure de cadre, c'est est-ce qu'il y a un cadre qui est très explicite, qui est vraiment formulé. Et tu sais, hein, on parle de l'autorité dans une organisation, on a tous en tête l'autorité des personnes, ouais, on voit bien les dirigeants, les managers, etc. L'autorité dans une organisation, c'est aussi le cadre. C'est aussi les règles, la manière dont elles sont claires, explicites, dont les comportements qui sont encouragés, les comportements qui sont découragés, et ceux qui sont sanctionnés, ceux qui sont vraiment découragés. Et en fait, ça va être tout ça. Et donc, ce cadre-là, il va largement dépasser le fait de mettre des choses dans une charte. Ça va être effectivement ce rapport aux horaires. C'est quoi la nature de notre travail? C'est OK dans certains contextes de se dire ouais, de temps en temps, y a des coups de bourre, on doit tous être sur le pont, etc. Mais est-ce que ça, c'est vraiment très clair? C'est quoi? Ça arrive tous les combien de temps? C'est équilibré ou compensé comment? C'est ça, en fait, qui va pouvoir être vraiment explicité. Et ce mot est important, d'expliciter. Il faut que ce soit tangible, en fait. Ça, c'est l'importance d'une règle, c'est que c'est un support de l'autorité. Et ça ne peut l'être que si c'est tangible. Quand je dis support de l'autorité, ça veut dire qu'à un moment, quand on va dire quelque chose ne va pas, c'est pas la même chose si je dis ça va pas ton podcast parce que moi je l'aime pas. Ok, tu vas me dire cool pour toi. C'est pas la même chose si je dis les règles de l'art disent que il faut que ça dure tant ou je sais pas quoi. Enfin tu vois, il y a un côté, l'autorité portée par le cadre, elle permet d'être dépersonnalisée, elle est d'autant plus forte et d'autant plus facile à déployer dans toute une organisation, quelle que soit la conscience, les qualités du manager, quelle que soit la conscience, la qualité du collaborateur par rapport à sa propre responsabilité. Arriver à se mettre à la hauteur du salarié, donc très très important. Alors justement, moi, petit cas de figure, admettons, je suis salarié. Mon employeur m'appelle sur mon temps libre. Est-ce qu'il peut me tenir préjudice si je ne réponds pas? Et est-ce que la loi est de mon côté? Alors oui, la loi est de ton côté, clairement. C'est quand même ça le sens, hein, quand on dit le droit à la connexion, il est finalement
complètement relié à ces enjeux de droit au respect des temps de travail, etc. Donc effectivement, il n'a pas à t'en tenir préjudice. Après, c'est toute la question de la réalité. C'est ça Est-ce que si je refuse, si je prends l'exemple de ma personne là qui n'a pas répondu au WhatsApp ce week-end, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la tête du manager, tu vois? Et c'est là où il y a un véritable enjeu d'exemplarité, au-delà de ce qu'on écrit dans une charte, de comment les choses se font chez nous. Est-ce que nos conditions de travail, elles sont vraiment incarnées par nos dirigeants? Elles sont vraiment incarnées par nos managers? Et quand il y a des choses comme ça qui ne doivent pas se faire, est-ce que va bien y avoir sanction du manager si c'est effectivement exprimé, etc. Donc c'est ça l'enjeu. Il y a effectivement la lettre de la loi et il y a la pratique dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un enjeu. C'est pas un enjeu parce que quand on parle d'enjeu managérial, on a tendance à entendre le manager proximité sur les épaules duquel on en charge beaucoup. Là, on est vraiment au niveau de la direction, quoi, de ceux qui écrivent justement ces règles et qui sont garants du respect de ces règles, en plus de l'autorité des managers. Et là, on parle de culture d'entreprise et comme tu l'as dit juste avant, aussi beaucoup de donner du sens. Exactement. Du sens, un sentiment de fierté et puis on est totalement dans la marque employeur. Alors Pierre-Étienne, je vais te faire réagir à la grande question de ce podcast, c'est quoi les solutions? Et pour étayer ma question, alors parmi les bonnes pratiques des entreprises qui respectent le droit à la déconnexion, je vais t'en proposer quelques-unes comme solution. Donc, on a fournir un téléphone professionnel, on a coupé les accès au logiciel passé une certaine heure et bien évidemment ne pas rentrer en contact avec des employés pour du pro sur leurs moyens de communication perso. Est-ce que tu rajouterais quelque chose à cette liste? Est-ce que ce sont des solutions qui te paraissent réalisables aussi pour toutes les entreprises, peu importe le secteur? Est-ce que tu aurais d'autres solutions à apporter? Parce que l'idée, c'est quand même qu'on accompagne les entreprises qui nous écoutent vers plus de respect au droit à la déconnexion. Alors, est-ce que les solutions sont réalisables pour toutes les entreprises? Alors, peut-être que toutes les solutions sont pas effectivement réalisables pour tout le monde. Enfin, notamment cette idée de couper les serveurs, etc. On voit bien qu'il y a des entreprises qui sont dans de la prestation de services always-on, en permanente, etc. Donc c'est pas forcément une solution avec des services clients qui peuvent être en 24/7, etc. L'enjeu, c'est finalement comment ça se traduit au niveau d'un collaborateur, quoi, au niveau d'une personne. Est-ce que ça lui permet d'avoir quand même des conditions de travail satisfaisantes et un équilibre de vie satisfaisant? Et donc pour ça, on va bien sûr avoir des éléments qui sont très concrets sur ces aspects de est-ce qu'on est plutôt à fournir des outils plutôt qu'être dans ce bring your own device qui est très sympa mais qui peut mener à cette confusion des genres. L'enjeu va être vraiment cette sensibilisation. Et cette sensibilisation, c'est pas juste des formations comme ça un peu génériques, c'est d'être des choses très claires. Comment on déroule ce cadre, c'est-à-dire on parlait de WhatsApp et d'autres outils d'instant messaging, etc. Est-ce qu'on est clair finalement dans notre organisation sur les canaux de communication, à quoi ils servent, quand est-ce qu'on fait un mail, quand est-ce qu'on fait un instant message, quand est-ce qu'on utilise Slack? Souvent c'est très flou en fait. Souvent ça fait partie des choses très implicites, pas très clair. Quand on arrive dans une nouvelle boîte, ça fait pas partie des choses qu'on vous explique très clairement sur comment on gère finalement ce que j'appellerais avec mon langage de coach, les processus relationnels entre nous, en fait. Et ça fait partie des choses très importantes qui, par contre, concernent toutes les entreprises et toutes les organisations. Être clair sur comment on fonctionne entre nous. Et bien sûr, ça va se déporter aussi sur la sensibilisation et même l'éducation en termes, tu parlais de culture et notamment de culture managériale et de pratique managériale. On l'évoquait un peu entre nous. Moi, je crois profondément que tout le monde peut être un manager acceptable. C'est comme en psychologie de l'enfance. On parle du parent suffisamment bon. Je pense que tout le monde a les capacités d'être un manager suffisamment bon. Il y en a qui ont plus d'appétence, qui sont plus doués, qui peuvent être excellents, etc. Mais sauf que ça ne s'invente pas. C'est un métier, et c'est vrai qu'en France, on souffre encore beaucoup de ce syndrome de « Ah, tu as démontré une certaine compétence technique dans ton métier, ah bah tiens, on va te donner une équipe. » Complètement. Et comme ça, et du jour au lendemain, alors que c'est un métier à part entière, le management. Alors que c'est un métier à part entière et que ça doit s'apprendre, quoi. Si on n'y est pas spécialement sensible, il y a des choses à savoir. Et ça fait vraiment par la formation. Voilà, par de la formation.
Et ça fait partie de, concrètement, le droit à la connexion, comment le mettre en œuvre. Ça doit rentrer dans cet apprentissage de la compétence managériale, avec la conscience et le discernement sur tous les enjeux qu'on a dit, qui vont finalement d'une extrême de la santé du collaborateur jusqu'à l'autre extrême, parce que pour moi c'est un continuum, jusqu'à l'efficacité collective en fait. Il n'y a pas de déconnexion entre les deux. Un grand sujet avec énormément de liens collatéraux, comme tu viens de le dire, que ce soit la QVT, que ce soit la marque employeur, la culture d'entreprise et principalement le management. Alors maintenant, je te demande, Pierre-Étienne, c'est quoi vos projets avec Opinionway ? Chez Opinionway, en fait, on est toujours sur ce pôle transformation du travail partagé entre deux dimensions. Une dimension qui est vraiment au service des entreprises pour leurs enquêtes internes, collaborateurs, donc qui peuvent être justement du bilan social, des enquêtes autour de la QVCT, etc. Et puis, il y a nos enquêtes dont on a parlé d'un certain nombre aujourd'hui qui parlent justement de l'évolution du travail en France sur des populations différentes, sur les générations Z. On a fait beaucoup de choses ces derniers temps, sur l'évolution du travail hybride, etc. Aujourd'hui, on est pas mal animé sur finalement revisiter un peu les fondamentaux du travail après plusieurs années de crise Covid, révolution comme celle du télétravail qui est là pour durer, mais auprès de certaines populations pour certains travails. Finalement, qu'est-ce que ça implique dans le rapport à la charge de travail? Qu'est-ce que ça implique dans la dimension du management de proximité? Plein de sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, qui sont un peu des fondamentaux qui restent là, mais de manière un petit peu revue après ces évolutions, voire ces révolutions qu'on a connues ces dernières années. J'ai hâte de voir tout ça. Toujours aussi fan de vos études riches en informations. Et Dieu sait si on a besoin d'être sensibilisé, d'être informé et d'avoir de la prévention sur toutes les thématiques liées au monde du travail. Donc merci pour tout ce que vous nous partagez au quotidien. Merci beaucoup de nous avoir apporté tes lumières aujourd'hui, Pierre-Étienne. C'était un sujet très riche avec encore une fois beaucoup de passerelles à faire sur tout ce qu'on a vu ensemble et notamment le management et la santé mentale. Merci beaucoup à toi. Prends soin de toi. Merci Dorit, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.